Laissez-moi tout d'abord vous définir quel est l'objectif de la communication non violente. L'objectif est de vous aider à faire quelque chose que vous savez déjà faire. Alors vous allez me dire, mais pourquoi apprendre quelque chose qu'on sait déjà faire? Parce que parfois on oublie, et puis parce qu'on a été éduqué à l'oublier. Alors, de quoi s'agit-il? Que savez-vous déjà faire? Il s'agit de nous aider à nous rencontrer pour faciliter ce que j'appelle le don naturel entre nous. Le don naturel entre nous. Laissez-moi vous chanter une chanson pour clarifier ce que j'entends par don naturel. I never feel more given to than when you take from me. When you understand the joy I feel caring for you. And you know my giving isn't done to put you in my debt, but because I want to live the love I feel for you. To receive with grace may be the greatest giving. There's no way that I can separate the two. When you give to me, I give you my receiving. And when you take from me, I feel so given to. Vous savez tous donner de cette manière. Et c'est ce qui m'intéresse aujourd'hui. Rester dans cette qualité d'échange, de don, moment après moment, à chaque rencontre. Mais nous savons aussi qu'il est très facile de l'oublier. Il est très facile de perdre cette connexion. Alors, plutôt que d'apprécier cette qualité de connexion, ce qui est possible à chaque moment, à chaque rencontre que nous faisons, aussi précieuse soit-elle, nous oublions. Et au lieu de jouer au jeu dont je parle dans la chanson, que j'appelle « Rendre la vie merveilleuse », le jeu le plus fun que je connaisse, au lieu de ça, la plupart du temps, nous jouons à un autre jeu, qui s'appelle « Qui a raison ». Avez-vous déjà joué à ce jeu ? Pourtant, c'est un jeu où tout le monde perd. C'est incroyable. Nous connaissons tous cette qualité d'échange, possible à chaque instant. Nous trouvons que c'est la chose la plus enrichissante qui soit, et une grande partie de notre vie, nous jouons à qui a raison. Le jeu de qui a raison implique deux choses parmi les plus sournoises que l'homme ait rencontrées. Numéro 1, la punition. Parce que si vous avez tort à ce jeu, vous méritez de souffrir. Pouvez-vous imaginer quelque chose de plus terrible ou diabolique pour éduquer les gens? Si vous accordez encore de la valeur à la punition, je suis presque sûr qu'à la fin de cette journée, elle ne fera plus partie de votre conscience. Nous ne le ferons plus dans les familles, ni pour les criminels. Nous trouverons d'autres moyens pour gérer nos relations avec les autres pays. Plus de punition. Numéro 2, la récompense. Ça fait partie du même jeu. Le jeu de qui a raison. Si vous avez raison, vous méritez une récompense. Si vous avez tort, vous méritez de souffrir. Ce jeu a engendré bien assez de violence sur la planète. Fini le sentiment de culpabilité, qui fait partie des punitions. De même que la honte. Plus de concept d'obligation ou de devoir. Seulement le don
naturel. Alors comment en sommes-nous arrivés là? Selon Walter Wink, le théologien, dans son livre The Powers That Be, nous nous sommes écartés progressivement de ce don naturel il y a environ 5000 ans. Nous avons progressivement adhéré à une pensée complètement folle. La pensée que, par nature, l'être humain est malfaisant. Alors, quand les choses ne vont pas dans votre sens, quel est le processus correctif que vous allez adopter pour améliorer les choses? Le processus correctif est la pénitence. Vous allez croire que pour faire changer les gens qui se comportent d'une façon que vous n'aimez pas, il faut qu'ils se détestent eux-mêmes pour ce qu'ils ont fait. Alors, pour des raisons politiques, théologiques, nous avons développé un langage que j'appelle le langage du chacal. Un langage qui nous coupe de la vie et rend le recours à la violence plus facile. Il devient même très facile d'être violent. D'après Walter Wink, dans une culture de domination, vous devez rendre la violence agréable, divertissante. Et on fait du bon boulot pour faire de la violence un divertissement. Aux heures où nos enfants regardent le plus la télévision, dans 3/4 des programmes, le héros soit tue quelqu'un ou le tabasse. Et la violence coïncide avec les moments clés du programme. Et depuis très longtemps, nous avons été éduqués à faire de la violence un divertissement. Je pense que le thème de ma chanson est bien plus proche de notre vraie nature. Et nous avons été éduqués dans ce sens, à tel point que nous pouvons être violents avec nos propres enfants. Alors, à quoi ressemble ce langage que j'appelle langage du chacal? C'est un langage basé sur des jugements issus d'une morale. Nous pensons en termes de qui a raison, qui a tort, qui est bon, qui est mauvais. Alors comment fait-on en langage chacal pour provoquer un changement? Alors regardez comment un parent s'y prend pour faire changer le comportement de son enfant, en lui apprenant un des mots les plus importants du langage chacal. Dis-moi que tu es désolé. Je suis désolé. Tu n'as pas l'air vraiment désolé. Ok, je te pardonne. Rendez-vous compte du jeu et de la façon dont le parent répond. Et si le parent est capable de faire ça avec sa propre famille, alors imaginez ce qu'il va faire avec des gens d'une culture différente dont il n'apprécie pas le comportement. Alors bien sûr, là où ce genre de pensée existe, il y aura de la violence. Dans d'autres cultures, ce mode de pensée n'existe pas. Et la violence est bien moins importante. Et voilà comment nous nous sommes éloignés de notre vraie nature. Au lieu de jouer à un jeu consistant à rendre la vie plus merveilleuse à chaque moment, nous avons été éduqués à jouer à un autre jeu, le jeu qui a raison. Quelles sont les différentes parties de ce jeu? Je viens d'en mentionner une, les jugements issus d'une morale, penser en termes de qui a raison, qui a tort, bon, mauvais, normal, anormal. J'ai très bien appris ce jeu. Je parle plusieurs dialectes chacal. J'ai grandi à Détroit. On y parle un langage chacal plutôt dur. Le chacal de Détroit. Alors par exemple, dans ma voiture, si je vois quelqu'un qui conduit d'une façon que je n'apprécie pas et je veux provoquer un changement dans son comportement, je baisse ma vitre. Abruti! Alors théoriquement, la personne est supposée se repentir. Je le confesse, monsieur, j'étais dans mes torts. Je vais modifier les erreurs de mon comportement. C'est une belle théorie, mais ça n'a pas marché. Je l'ai essayé bien plus d'une fois, ça ne marche pas. Alors je me suis dit c'était peut-être ce dialecte chacal en particulier qui ne marchait pas. Alors j'ai décidé d'apprendre un dialecte plus cultivé. Je suis allé à l'université et j'ai eu un doctorat en chacal professionnel.
Quand je vois quelqu'un conduisant d'une façon que je n'aime pas, je baisse ma vitre. Psychopathe! Ça ne marche toujours pas. Voyons maintenant la deuxième composante de ce langage. Amtssprache. Amtssprache. Un langage qui nie la possibilité de choisir, qui rejette la responsabilité de nos actions. Ayant lu le procès du criminel nazi Adolf Eichmann, à son jugement pour crime de guerre à Jérusalem, on lui a demandé, était-il difficile d'envoyer des milliers de personnes à la mort? Eichmann a alors répondu, pour vous dire la vérité, c'était facile. Notre langage l'a facilité. Les personnes qui l'interrogeaient ont été choquées par cette réponse. Ils lui ont alors demandé, mais de quel langage parlez-vous? Eichmann a alors dit, nous avons un nom pour ce langage. Amtssprache. Amt veut dire bureau. Sprache veut dire langage. Je l'appelle un langage bureaucratique. On lui a alors demandé de donner des exemples. Eichmann a dit, c'est un langage qui nie la responsabilité de vos actions. Si quelqu'un vous demande pourquoi vous l'avez fait, vous dites, je devais le faire. Vous ne vous sentez pas aussi mal à l'aise, vous deviez le faire. Vous ne vous sentez pas responsable. Mais pourquoi tu devais le faire, chacal? Ordre des supérieurs, politique de l'entreprise, c'est la loi. Je ne pouvais pas faire autrement. Ils me l'ont fait faire. Amtssprache est un langage très dangereux. Très dangereux. J'utilise l'image de la girafe comme symbole de la non-violence. Nous allons étudier aujourd'hui un langage qui vient du cœur. La girafe est l'animal terrestre qui a le plus gros cœur. Et donc aujourd'hui, je vais vous apprendre à parler le langage girafe. Être girafe, c'est garder toujours à l'esprit qu'on a le choix dans tout ce qu'on fait. Nous ne faisons jamais quelque chose que nous n'avons pas choisi. Lorsque j'ai dit ça lors d'un échange avec des parents et des enseignants, j'ai eu de très vives réactions. Oui, nous avons créé des écoles girafes un peu partout dans le monde, 5 en Israël, plusieurs en Serbie, où nous apprenons aux parents à ne jamais utiliser Amtssprache. C'est un langage très dangereux que d'enseigner à un enfant qu'il n'a pas d'autre choix que de faire ce qu'on lui dit. Je disais donc lors de cet échange avec des parents et des enseignants, où j'ai eu de très vives réactions, une maman irritée m'a dit « Mais il y a des choses qu'on doit faire, que ça nous plaise ou pas. C'est notre rôle de parent que de dire aux enfants ce qu'ils doivent faire. Il y a des choses que je fais tous les jours que je déteste. Il y a des choses que nous sommes obligés de faire. » Je lui ai dit « Pouvez-vous me donner un exemple ?» Facile, il y en a tellement, laissez-moi réfléchir. Par exemple, en sortant d'ici, je dois rentrer à la maison ce soir et je dois cuisiner. Je déteste cuisiner. Mais ça fait plus de 20 ans que je le fais tous les jours. Et même quand je suis malade. Eh bien, je serais heureux aujourd'hui de vous montrer une autre façon de penser le problème. Un langage qui vous ouvrira des possibilités plus joyeuses. Et je dois dire qu'elle a été très rapide pour assimiler. Le soir même, elle passait à la pratique. Elle est rentrée chez elle et a annoncé à sa famille qu'elle ne voulait plus cuisiner. J'ai eu quelques retours de la part de sa famille. Ils sont arrivés à peu près 2 semaines plus tard. Je suis repassé dans cette même ville pour un atelier du soir. Et devinez qui est là? Ses 2 fils les plus âgés. Ils viennent me voir, se présentent. Je leur dis, je suis content que vous soyez venus, je suis très curieux de savoir ce qui se passe dans votre famille. Votre mère m'appelle régulièrement pour me parler de tous les changements qu'elle a fait dans sa vie depuis ce stage. Je leur demande alors, mais qu'est-ce qui s'est passé le premier soir quand votre mère vous a annoncé qu'elle ne cuisinerait plus? Le plus âgé me dit, Marshall, je me suis pensé, mon Dieu, merci.
Je leur dis, aidez-moi à mieux comprendre ce qui s'est passé. Il me répond, eh bien maintenant elle va peut-être arrêter de se plaindre à chaque repas. Rappelez-vous le don naturel dont j'ai parlé dans ma chanson. Tout ce que nous faisons dans la vie qui ne vient pas de cette énergie, nous le payons un jour ou l'autre. Tout le monde le paye. Tout ce que nous faisons par peur de la punition, tout le monde le paye un jour. Tout ce que nous faisons pour obtenir une récompense, tout le monde finit par payer, ainsi que tout ce que nous faisons pour que les gens nous aiment. Et toutes les actions qui proviennent d'un sentiment de culpabilité, de honte, du devoir ou de l'obligation. On n'a pas été conçu pour donner depuis cette énergie, on le sent bien. On a été conçu pour donner naturellement, depuis le cœur. Marshall? Mon fils m'a amené à un de vos séminaires il y a à peu près 10 ans. Maintenant, j'essaye de le convaincre de revenir vous voir. Et hier soir, quand je lui ai dit que je venais ici, il m'a dit « Ah, je ne peux pas venir, j'ai quelques rendez-vous. Vas-y donc et peut-être tu pourras m'apprendre des choses. » Je me suis dit que j'allais venir ici pour savoir comment j'allais lui apprendre des choses. Ce que j'aimerais lui apprendre, et je ne sais pas comment faire, c'est au moins essayer de trouver du temps pour communiquer avec lui dans la journée, mais il n'a pas envie de le faire. Et puis quand j'insiste, c'est pire. Alors comment je fais ? C'est un bon exemple pour travailler dessus aujourd'hui. Je vais demander à tout le monde d'écrire une situation dans laquelle quelqu'un ne se comporte pas d'une manière que vous aimez. Dans votre cas, vous proposez à votre fils de communiquer et il vous dit non. Premièrement, il faut garder à l'esprit qu'on ne peut pas obliger quelqu'un à apprendre. Et rien que d'avoir cet objectif en tête crée des problèmes. Il faut d'abord oublier cet objectif. Surtout ne jamais essayer de changer quelqu'un. Si c'est votre objectif, vous allez seulement créer de la résistance. Ma première suggestion est donc de ne jamais essayer d'enseigner quoi que ce soit à quelqu'un ou de le changer. Est-ce que c'est clair ? Qu'est-ce que je fais alors ? J'abandonne ? Vous voyez, c'est ce qui a été mis dans notre tête avec le langage chacal. Avoir raison ou tort, gagner ou perdre. Si nous ne pouvons pas changer l'autre et gagner, la seule option qui nous reste, nous pensons, c'est passer pour un imbécile et perdre. Nous avons été éduqués à penser dans un mode binaire. Raison ou tort. Non, je vais vous montrer une autre option. Ok, passons à la pratique. Donc, certains d'entre vous ont déjà trouvé une situation déplaisante, comme par exemple communiquer avec quelqu'un alors que cette personne ne veut pas. Donc, essayez de penser à une situation où quelqu'un ne vous rend pas la vie formidable. Nous allons ensuite essayer de nous rendre à l'endroit où les besoins de chacun sont respectés, là où nous donnons avec l'élan du cœur, et non sous la contrainte. Donc, pour votre exemple, je vais essayer de vous montrer un processus qui va vous permettre de vous rendre à cet endroit où nous donnons naturellement et où les besoins de chacun sont satisfaits. Alors peut-être que l'exemple de situation que vous avez choisi est le suivant. Vous vivez avec un enfant qui dit des choses horribles, comme celle-ci par exemple. Ah, vous rigolez. Essayez de vivre avec l'un d'entre eux pendant un moment. Brosse-toi les dents, s'il te plaît. Ou peut-être vous vivez avec un partenaire qui parle le langage chacal, qui dit des choses horribles en chacal. Comme par exemple, « Ça me fait mal quand tu dis ça ». Nous allons voir aujourd'hui que ceci est en fait un acte violent, de dire que les autres vous rendent triste ou vous blessent, de sous-entendre que c'est la faute aux autres si vous êtes en colère, par exemple. Peut-être qu'à votre travail, quelqu'un se comporte d'une façon que vous n'aimez pas. Il arrive en retard. Il n'est pas aussi productif que vous le souhaitez. Ou votre voisin abuse sexuellement des enfants. Toute personne qui se comporte d'une façon que vous n'aimez pas. Et vous voudriez voir comment on peut arriver à cette qualité de connexion, de rencontre, où les besoins de chacun sont satisfaits, à travers le don naturel. Ceci est notre objectif. Maintenant, ouvrez à la dernière page mon support de cours.
second to the last page. At the top it says, expressing how we are and what we would like. Exprimer ce que nous ressentons et ce que nous aimerions. And it says Il est écrit, pensez à quelqu'un qui vous rend la vie un petit peu moins que merveilleuse. Vous n'êtes pas très fan de la façon dont cette personne se comporte. Et j'aimerais que vous répondiez à cette question. Écrivez ici une seule chose que la personne fait que vous n'aimez pas. Une action spécifique que vous n'aimez pas. Ceci pour vous familiariser avec le processus. La personne fait peut-être plusieurs choses que vous n'aimez pas, mais je vais vous montrer le processus à partir d'une action spécifique. Une action que vous n'aimez pas. Dans les années 70, j'ai travaillé ici même à San Francisco dans le système éducatif. À la demande du directeur scolaire du district, je suis allé dans une école primaire. Il m'a dit que les parents d'élèves étaient très inquiets quant à l'ambiance de travail au sein de l'équipe éducative. La tension est si grande que les parents sont prêts à ne pas envoyer leurs enfants à l'école. Il m'a demandé de voir si je pouvais améliorer la communication entre le directeur et son équipe. Il a été établi que je rencontre d'abord les instituteurs, et puis que je fasse se rencontrer les instituteurs et le directeur. Lors de ma réunion avec les instituteurs, je leur ai posé la même question que celle que je viens de vous poser. Pouvez-vous me citer une chose que le directeur fait et qui rend votre travail difficile? Je leur demandais une observation, un comportement concret. Le premier instituteur qui me répond me dit « Il a une grande bouche, une grande gueule. Pouvez-vous voir l'écart entre la question posée et la réponse que j'ai reçue? Je n'ai pas demandé quelle est la taille de la bouche du directeur. » Cet instituteur me donnait une évaluation, un jugement, une analyse qui sous-entend quelque chose de mauvais. Nous avons tellement été entraînés de cette façon que nous avons du mal à séparer les opinions des faits. Tout ce que nous voyons, c'est l'image de l'ennemi. Que ce soit un individu ou une nation, nous avons été entraînés à penser en image d'ennemi, de ce qui est mauvais. La réalité est masquée. Nous ne voyons pas l'action, nous voyons uniquement l'ennemi. Dans son livre Out of Weakness, Andrew Schmuckler dit que lorsque la société est habituée à penser de cette manière, de ne plus voir l'humain, mais l'ennemi, seulement un jugement de l'autre, les bombes ne sont jamais très loin. J'ai donc expliqué cela à l'instituteur, que ce n'était pas une réponse à ma question, que je voulais une description précise de ce que fait le directeur. Il était bloqué, il ne savait pas quoi dire. La femme assise à côté de lui a alors dit « Je sais de quoi il parle. » J'ai dit « Ok, aidez-le. » Il parle trop. Trop est un jugement. J'ai demandé une observation, pas un jugement. Vous voyez, les personnes qui parlent chacal sont amenées à penser qu'il y a une quantité juste pour chaque chose. Trop ou trop peu, et ils connaissent la quantité exacte. Et ils pensent de cette façon. Ça ne rend pas la résolution du conflit facile. Quand ils pensent connaître ce qui est juste entre trop et trop peu, et en particulier lorsque le jugement est mêlé à l'observation, je demandais ce que la personne fait, et pour la deuxième fois, ne pouvait pas séparer l'action du jugement. Une troisième personne est alors intervenue. « Ah, je sais de quoi il parle. Ok, quoi? Il pense qu'il est la seule personne qui a quelque chose d'intéressant à dire. Ah, me dire ce que vous pensez qu'il pense est une évaluation. Vous imaginez seulement ce qui peut se passer dans sa tête. » Je demandais, qu'est-ce qu'il fait? Une quatrième personne intervient et dit, il veut être le centre de l'attention.
tout le temps. Maintenant, vous me donnez un diagnostic de ses motivations. Même si c'est juste, c'est ça, c'est un diagnostic. Ma question était, qu'est-ce qu'il fait? Et là, tout le monde reste assis sans rien dire. Personne ne pouvait répondre à la question. Et là, une des femmes me dit, « Mince alors, c'est dur à faire. » Oui, d'ailleurs, le philosophe indien Krishnamurti dit que observer sans évaluer est la plus haute forme d'intelligence humaine. Ceux d'entre nous qui ont été habitués à penser avec cette image d'ennemi, de raison, tort, bon, mauvais, approprié, inapproprié, trop ceci, trop cela, nous ne voyons plus la réalité. Nous voyons seulement nos images d'ennemis. Après beaucoup d'aide de ma part, ils ont pu répondre à la question « Qu'est-ce que le directeur fait ?» Parmi plusieurs observations, la première sur laquelle ils voulaient travailler était la suivante. À chaque réunion hebdomadaire, le directeur, peu importe l'ordre du jour, finissait toujours par parler d'expériences de guerre ou de son enfance. Et les réunions dépassaient l'horaire prévu de 20 minutes au moins. Bien, ça répond à ma question. Qu'est-ce que le directeur fait? Il parle de son expérience de guerre, de son enfance, plutôt que de parler de l'ordre du jour. Je leur dis, est-ce que vous lui avez attiré l'attention sur ce fait? En fait, maintenant, on voit mieux comment nos jugements étaient mélangés avec ce qu'on disait. Lorsqu'on essayait de lui en parler, il se sentait attaqué. Ils étaient de nouveau d'accord pour lui en parler, mais ils m'ont demandé si je pouvais être présent à la réunion, juste au cas où. Et à la réunion, j'ai vite compris ce dont les instituteurs me parlaient. À chaque fois qu'une question se posait, le directeur disait « Oh, mais ça me rappelle une époque où... » Et il commençait à raconter une histoire. Alors j'attendais que quelqu'un intervienne pour le confronter avec ça, avec ce problème, mais à la place, il y avait beaucoup de langage chacal non verbal. Les gens se comportaient comme ça, roulant les yeux, un petit coup de coude au voisin, ils bâillaient, ils regardaient leur montre, ou la collaient à leur oreille. J'ai regardé la scène se dérouler pendant un moment et puis j'ai demandé, mais est-ce que quelqu'un va intervenir? Et là, le silence s'était installé. Je vois alors l'homme qui a parlé en premier lors de mon entretien avec les instituteurs qui prenait son courage à deux mains et qui dit « Ed, t'as une grande bouche !» Ok, voyons maintenant ce que vous avez écrit, si ça répond à la question que je vous ai posée. Est-ce qu'il s'agit d'une pure observation ou est-ce qu'elle est mélangée avec des jugements? J'ai deux amis avec moi qui vont m'aider à évaluer ce que vous avez écrit. Celui-ci, tel un chien dressé à détecter de la drogue, va hurler lorsqu'il va le détecter du langage chacal. Si vous faites une observation, cet animal va danser. Qu'avez-vous écrit, monsieur? Mon père reproche à ma femme les choix que je fais. Qu'est-ce qu'il fait? Mon père reproche à ma femme les choix que je fais. Reprocher, c'est une évaluation, c'est un jugement. Papa, quand tu lui dis ça, est-ce que tu lui fais des reproches? Non, j'attire l'attention sur des faits. Le père ne voit pas ça comme faire des reproches. Je suis en train de l'éduquer. Et merci, papa. Pour faire une pure observation, nous devons citer directement ce que le père a dit. Mon père a dit... Quoi? Tu es responsable de tous les problèmes de mon fils. Il a dit ça à votre femme. Tu es responsable de tous ses problèmes. Ok, c'est une citation directe. C'est ce qu'il a dit. Ok, c'est du langage girafe. Dès que le mot « reproche » est en vous, dans votre conscience, vous allez approcher l'autre personne avec une énergie tout à fait différente. Parce que votre évaluation, votre traduction de la situation est un reproche. Tout le monde sait que faire des reproches, c'est pas bien. Dernièrement, mon fils ne fait pas ses devoirs d'histoire. Ok, c'est bon.
Mon père fait des jugements très durs et a des remarques insultantes. Oh mon Dieu, vous venez de tuer mon pauvre chacal. Je pense que mon chacal aurait pu tenir le coup avec le premier jugement, mais alors avec le deuxième, très dur et insultant, ceux-ci sont deux jugements. Il utilise vraiment des insultes. Non, mais les insultes, ça n'existe pas, sérieusement. Après aujourd'hui, après 4h30 cet après-midi, vous n'entendrez plus jamais d'insultes. Je vais vous montrer comment utiliser une technologie révolutionnaire aujourd'hui. Une technologie qui élimine des ondes radio les fréquences de jugement et de critique. Peu importe ce que votre père dira, vous n'entendrez plus les insultes ou les commentaires blessants, grâce à l'utilisation de cette technologie. Grâce à cette technologie, il sera impossible pour vous d'entendre une critique, commentaires blessants, insultes. Avec ces oreilles, vous entendez uniquement les deux seules choses que l'être humain exprime, s'il te plaît et merci. C'est tout. Je vais vous montrer aujourd'hui que tout ce qui avait l'habitude de ressembler à des critiques, des jugements ou des reproches est en fait l'expression tragique et suicidaire d'une seule chose, s'il te plaît. Mon frère me crie dessus pour monter en voiture pour aller à l'école et il me dépose en retard. Qui crie? Vous voyez, crier, il y a un petit peu d'évaluation dedans. Il parle fort. C'est le ton de la voix. Il y a pas mal d'années, on m'a demandé d'aller travailler dans un lycée où il y avait beaucoup de tensions raciales, ethniques. Je demande à l'équipe éducative présente, qui fait quelque chose au sein de votre équipe que vous n'aimez pas? Un homme se tourne alors vers sa voisine et lui dit, « Je n'aime pas quand tu cries dans nos réunions. » Elle répond, « Qui crie ?» Elle venait d'une culture différente de celle de l'homme. Selon elle, elle ne criait pas. Et 10 minutes plus tard, quand elle a commencé à crier selon sa propre définition, j'ai vu la différence. Donc il monte la voix quand il te demande de monter en voiture. Et il se met en colère. Non, se mettre en colère, c'est plutôt un diagnostic. On ne sait pas vraiment s'il est en colère. Peut-être qu'il a très peur d'être en retard. Ça ressemble à de la colère pour toi, mais il monte le ton de la voix, il y a de la fumée qui sort de ses oreilles. Ça, on le voit. C'est une observation. Jess, qui est en 6e, refuse de faire son travail. Refuser est un diagnostic. Peut-être un diagnostic correct, mais ça ne me renseigne pas sur ce qu'il fait. Il dit non, je ne veux pas le faire. Il dit non, je ne veux pas le faire. Voilà, ça c'est une observation. Mon mari ne me raconte pas certaines choses, ce qui m'affecte profondément. Oh, c'est la première fois que j'entends ça. Un mari chacal? Une situation que je n'ai jamais rencontrée. Un étudiant dans mes cours parle fort constamment, ne reste jamais sur son siège et embête les autres et les touche. J'entends 3 jugements. Nous allons reprendre ce que vous avez dit lentement pour bien les identifier. Parle fort constamment. Fort est une évaluation. Plus fort que ce que vous voulez. Vous pouvez l'exprimer comme ça. Il ne reste pas en place. Ne reste pas en place implique des évaluations comme il est agité, il bouge tout le temps. Vous pouvez dire par exemple, il ne reste pas assis après lui avoir demandé. C'est une observation de ce qu'il fait. Et il touche les autres élèves. Et il touche les autres élèves. C'est une observation. Depuis la soirée d'introduction à la communication non violente, je suis très attentive à toutes les évaluations et jugements
chez moi ou chez les autres, et j'ai commencé à me demander si tout ça était violent ou si certains de ces jugements ou évaluations pouvaient rentrer dans le cadre de la communication non violente. Je dirais que toute évaluation de quelqu'un qui implique une faute est une expression tragique d'un besoin qui n'est pas satisfait. Tragique pour deux raisons. La première est que ça diminue nos chances d'obtenir ce que l'on veut, et même si on ne le dit pas ouvertement, si on le pense uniquement, si on pense que la personne a fait quelque chose de faux, ça suffit à diminuer nos chances d'obtenir ce que l'on veut. Et deuxièmement, ça augmente la probabilité d'actes violents. Qu'est-ce qui est plus tragique que cela? S'exprimer d'une manière qui nous empêche d'obtenir ce que l'on veut et qui augmente la violence. Tout ce qu'on peut dire qui implique une faute ou un reproche cache en fait un besoin insatisfait, un « s'il te plaît ». Trouvez le besoin qui se cache derrière. Gardez cela en tête. Voici comment nous faisons des évaluations en girafe. Nous évaluons à partir du cœur. Nous faisons des jugements, mais des jugements qui servent les besoins. Nous regardons si ce que font les gens servent leurs besoins ou non. Nous ne jugeons pas moralement ce que la personne fait. Nous évaluons ce que font les gens, si ça sert la vie ou non. Les besoins sont en connexion directe avec la vie. Les besoins sont la vie qui cherche une expression à travers nous. On évalue en fonction de cela. Et pour cela, nous avons besoin de deux notions. Les sentiments et les besoins. Vérifions d'abord que nous parlons bien de la même chose quand je parle de sentiments et besoins. Donc, à l'exercice B, imaginez que vous parlez directement à la personne, exprimez ce que vous ressentez lorsque la personne fait ce que vous avez décrit à l'exercice A. Nous parlons à l'autre personne et nous lui disons notre observation en utilisant la structure de phrase suivante. Quand tu fais cela, je me sens. Comment vous vous sentez quand la personne fait ce que vous avez décrit en A? Allez-y. Quand tu fais cela, je me sens en colère. Ok, la colère est un sentiment, une émotion, provoquée par une pensée qui n'est pas naturelle. Nous y reviendrons plus tard. Quand tu n'es pas prête à l'heure prévue, je me sens anxieux et impatient. Quand tu hausses le ton, je me sens intimidé. Intimidé est une évaluation masquée. Méfiez-vous des mots qui impliquent l'action des autres. Intimidé par les autres. Prenez note des mots suivants, qui sont des évaluations masquées. Ne les confondez pas avec des sentiments. Je me sens incompris. Je me sens utilisé. Je me sens manipulé. Je me sens jugé. Je me sens critiqué. Je me sens ignoré. Par exemple, quand vous pensez que quelqu'un vous ignore, ne vous sentez-vous pas soulagé? Et à d'autres moments, vous pouvez vous sentir en colère. Vous voyez, un mot comme ça ne donne pas beaucoup d'informations sur ce qui est vivant en vous à ce moment-là. Cela correspond plus à une interprétation dans votre tête. Et par-dessus tout, ne confondez pas le mot « rejeter » avec un sentiment. C'est plutôt une interprétation suicidaire. Blessé, déçu, désarmé. Blessé peut être une évaluation masquée parfois. En colère et trahi. En colère, oui, mais trahi est une évaluation masquée. Tout comme culpabilisé, humilié, offensé, c'est une évaluation tournée vers l'autre personne. Et contracté, vous voulez dire tendu, contrarié, alors c'est bon. Quand tu m'appelles et que tu me dis que tu vas arrêter de me donner de l'argent, je me sens en colère et j'ai peur.
Quand tu laisses la vaisselle dans l'évier, je me sens impuissant face aux choses extérieures, je suis frustré et effrayé. Quand tu m'interromps au milieu de ma phrase, je me sens blessé parce que je pense que tu ne m'écoutes pas. Le sentiment est bien exprimé, mais vous allez être perdant quand vous allez le faire suivre de l'expression « parce que je pense que ». Quand vous pensez avec votre tête, vous diminuez les chances d'obtenir ce que vous voulez. Et plus particulièrement quand l'expression « je pense que » est suivie de « tu ». Je prédis que vous n'allez pas être entendu et que vous allez recevoir une défense agressive. Il va être très dur pour les gens de prendre en compte votre sentiment si vous le faites suivre d'une évaluation qui implique une faute. Nous allons voir ça plus tard. Après l'expression des sentiments, il y a deux endroits où nous devons ne pas aller. L'un d'entre eux est dans notre tête. Nous restons dans notre cœur pour faire le lien entre les sentiments et les besoins. En utilisant la communication non violente, nous voulons être sûrs de ne pas utiliser les sentiments d'une façon violente. Les sentiments peuvent contribuer à la vraie rencontre cœur à cœur ou amener à plus de division. Nous voulons être sûrs de ne jamais exprimer nos sentiments de cette façon. Je me sens comme ça à cause de toi. Ni de cette manière. Tu me rends comme ceci. Il va être dur de se débarrasser de cette habitude, parce que dans un monde chacal, les sentiments sont utilisés pour manipuler et provoquer de la culpabilité. Une façon de manipuler les gens, c'est de les convaincre que vous êtes malheureux à cause d'eux et qu'ils doivent se sentir coupables pour ça et changer. C'est une autre forme de ce jeu violent. Par exemple, si vous êtes un parent et que vous voulez utiliser les sentiments d'une façon plus violente qu'aimante, vous allez dire « Je me sens blessé quand tu ne ranges pas ta chambre. » Ou « Tu me mets en colère quand tu dis ça. » Je parlais pendant la pause de mes années joyeuses de parents. Quand mon fils aîné est allé dans une école chacale pour la première fois, il avait passé 6 ans dans une école girafe que j'avais aidé à créer, et je voulais qu'il profite aussi des écoles chacales. Dans les écoles girafes, nous voulons garder à l'esprit que les enfants ne seront pas toujours dans un environnement favorable. Nous voulons qu'ils soient capables de conserver leurs valeurs, peu importe la structure dans laquelle ils se trouvent. Donc il revient du premier jour d'école et il a l'air moins que joyeux. Comment était la nouvelle école, Rick? Ouais, ça va. Mais alors, certains de ses profs... Je lui dis, qu'est-ce qui est arrivé? Il me dit, j'étais à peine rentré dans l'école qu'un professeur est arrivé vers moi et il dit, « Oh, regardez-moi la petite fille. » Devinez ce qui a fait réagir le professeur. Oui, mon fils avait les cheveux longs. Dans une école chacale, l'autorité, c'est ce qui est juste. Il y a une bonne coupe de cheveux et une mauvaise. Il y a une bonne façon pour chaque chose et qui la connaît? L'autorité, le professeur. Et quand la personne ne fait pas ce que vous voulez, vous utilisez la honte, la culpabilisation, vous utilisez le mot « petite fille » comme une insulte. Bienvenue dans une école chacale. Et je commence à me chauffer un peu, prêt à faire un peu de thérapie à la batte de baseball. Oubliant tout mon enseignement non violent, j'ai dit à mon fils, alors, comment tu l'as pris? Je me suis rappelé de ce que tu m'as dit, que quand on est dans ce genre d'environnement, ne jamais leur donner notre pouvoir de décision, ne jamais se rebeller ou se soumettre. C'est ce que nous voulons enseigner dès le plus jeune âge. Peu importe la structure dans laquelle vous êtes, ne perdez jamais de vue que vous pouvez toujours choisir. Ne laissez pas les institutions décider de vos actions. Je lui ai dit, voilà, tu t'es rappelé de ça, c'est vraiment un beau cadeau. Je suis content que tu t'en sois rappelé dans des conditions pareilles.
Et qu'as-tu fait ensuite? Ah, j'ai mis mes oreilles de girafe. J'ai essayé d'entendre ses sentiments et ses besoins. Oh, tu t'es rappelé de ça? Qu'as-tu entendu? Plutôt évident, pas. Il était irrité et il voulait que je coupe mes cheveux. Oh, je suis ravi que tu t'en sois rappelé. Et qu'est-ce que tu as ressenti? J'étais triste pour lui. Il semblait préoccupé par les questions de cheveux. Il était chauve. Nous voulons que les enfants, comme les adultes, comprennent que les institutions ne peuvent pas nous obliger à faire des choses. Aucun être humain n'a jamais fait quelque chose qu'il n'a pas choisi. Un Palestinien dans le village d'Hébron n'était pas d'accord avec moi. Il m'a dit, un soldat m'a mis le pistolet sur la tempe et m'a dit, déshabille-toi ou je te tue. Où était mon choix? Ça me paraît évident. Il avait le choix de se déshabiller ou pas. Il a rigolé et il a dit, je comprends. Je lui ai demandé ce qu'il a fait. Il m'a dit, le soldat savait que je ne portais pas d'armes. Il l'a fait pour m'humilier. J'ai gardé mes habits. Il a choisi de risquer sa vie pour protéger son honneur. Je n'ai pas dit qu'on aime forcément les choix qu'on a. Personne ne peut nous obliger à faire quoi que ce soit. Je lui ai dit, apparemment, le soldat a choisi de ne pas vous tirer dessus, ou il était mauvais tireur. C'est mes enfants qui m'ont appris ça. Dès l'âge de 2 ans, ils me l'ont enseigné. Je ne pouvais pas leur faire faire quoi que ce soit. Je pouvais seulement leur faire regretter de ne pas l'avoir fait. Et ils m'ont appris une autre leçon. Ils me faisaient regretter de leur avoir fait regretter. Ils m'ont appris que la violence appelle la violence. Donc, prochaine étape. Nous n'attribuons pas la responsabilité de nos émotions aux autres. Ne dites pas « je me sens comme ça à cause de toi » ou « parce que tu as fait ceci, cela ». À la place, nous prenons conscience que nos émotions sont liées à des besoins. Derrière chaque émotion, chaque sentiment, il y a un besoin. Certains sentiments nous préviennent que nous ne sommes plus liés à nos besoins. Nous sommes alors retournés dans le jeu de qui a raison, qui a tort. Le langage chacal. Alors, quels sont ces sentiments qui nous disent que nous ne sommes plus connectés à nos besoins? La colère, dépression, culpabilité et honte. Il faut le prendre comme un signal d'alarme. À la place de rester en relation avec les besoins de notre corps, de notre être, nous sommes repartis dans notre tête à faire du jugement. La colère indique que nous jugeons quelqu'un d'autre. La dépression, la culpabilité et la honte indiquent que nous faisons des jugements contre nous-mêmes. Être vivant veut dire être connecté à ses besoins. Faites-vous une différence entre besoin et préférence ou désir? Oui, il y a une grande différence, nous allons le voir dans la prochaine étape. Les besoins en girafe ne contiennent aucune référence sur la manière de les obtenir. On parle de stratégie, de préférence ou de requête. Nous faisons une grosse différence entre les besoins d'un côté et les préférences, stratégies et requêtes de l'autre. Maintenant, nous allons voir comment connecter les sentiments avec les besoins. Essayons de ne pas analyser avec notre tête ou de penser à l'autre personne, mais plutôt de rester connecté avec notre cœur et nos tripes. L'expression des besoins nous donne du pouvoir avec les autres, et non pas sur les autres. Notre force vient s'additionner avec celle des autres, dans le sens où cela augmente le souhait des autres de nous donner. Cela augmente le plaisir de donner. C'est pourquoi je parle de pouvoir avec les autres.
Nous sommes habitués à un modèle de pouvoir sur les autres. Les punitions et les récompenses sont un pouvoir sur les autres. Bien souvent, le don ne vient pas du cœur, ou parce qu'on veut contribuer au bien-être des autres, ou à la vie elle-même. Souvent, le don vient des peurs, ou l'envie d'obtenir quelque chose, les punitions ou les récompenses. Le meilleur moyen pour obtenir de la puissance avec les autres, c'est de communiquer sur nos besoins qui ne sont pas satisfaits, d'attirer l'attention sur ces besoins. Quand les autres ont une attention complète sur nos besoins, ils n'entendent plus de critiques, de jugements ou d'exigences. Mais si les autres interprètent ce que l'on dit comme une critique, nous perdons la connexion qui donne plaisir à donner. Et nous avons alors tendance à nous défendre ou attaquer. Alors maintenant, nous allons apprendre un langage des besoins. Au point C, imaginez toujours que vous parlez à cette personne, exprimez la raison de vos émotions de cette manière. Quand tu fais ce que je décris, je me sens de cette manière parce que j'ai besoin. Le but est d'exprimer le besoin qui se cache derrière le sentiment. Ne parlez pas de l'autre personne dans l'expression des besoins. N'utilisez pas le « tu », parce que les préférences et les stratégies vont être mêlées aux besoins. Laissez l'autre personne où elle est. Ne liez pas vos besoins avec l'autre personne. Tous les besoins sont universels. Tous les humains sur la planète ont les mêmes besoins. Regardez ce que vous avez écrit pour voir si ce que je viens de dire est applicable. Regardez si vous avez exprimé un vrai besoin. Est-ce que n'importe quel être humain peut avoir ce besoin? Tous les humains ont été créés à partir de la même énergie. On peut s'en rendre compte au niveau des besoins. Ce qui diffère, c'est la stratégie avec laquelle on a été éduqué pour les satisfaire. La façon de satisfaire ces besoins diffère selon la culture, mais les besoins restent les mêmes. Qui veut vérifier l'expression de ces besoins? Mon besoin est de savoir que tu es responsable et honnête. Remarquez comme vous avez impliqué l'autre personne dans vos besoins. J'ai besoin de savoir que tu es responsable et honnête. Alors comment exprimer le besoin sans impliquer l'autre personne? On peut faire référence à l'autre personne de cette manière. J'ai besoin de ton bonheur et de ta protection. J'ai besoin qu'on me voie et qu'on m'entende tel que je suis vraiment. J'ai besoin d'être vu et entendu tel que je suis vraiment. Ok. Je ressens l'envie de qualifier ça de libre. J'ai besoin de liberté. Oui, c'est un besoin très important. Cela va être important au moment de la requête, car seulement vous pouvez satisfaire ce besoin. Les autres ne peuvent pas satisfaire ce besoin. Si vous ne savez pas vous donner de la liberté, vous ne serez pas satisfait. Je me sens un peu frustré parce que je remarque que ce sont des stratégies. J'ai le besoin d'avoir un environnement esthétique. Mais le besoin qui est dessous est un besoin de sérénité. Et ma sérénité n'est pas amenée par l'environnement. La requête complète qui commence au point A est une stratégie pour obtenir de la sérénité. Vous avez besoin d'une certaine paix qui peut contenir de l'esthétique. Aidez-moi à comprendre. Vous avez un besoin de sérénité. Le fait d'avoir l'évier propre ne m'amène pas de sérénité. Nous n'avons pas trouvé le bon besoin ou votre demande n'est pas la bonne. Je projette ce besoin de sérénité sur l'évier qui doit être propre ou sur l'autre personne. Le comportement d'une autre personne peut tout à fait nous empêcher d'avoir notre besoin satisfait.
La vaisselle n'est pas faite dans l'évier et il se peut qu'il y ait un de vos besoins qui ne soit pas satisfait à cause de ça. Je ne suis pas sûr. Je fais juste l'hypothèse que je vais obtenir de la sérénité en ayant la vaisselle faite. J'ai l'impression de me tromper. Ce qui est pratique, c'est que lorsqu'on fait une requête claire, on peut la tester. Si je dis « Pour mon besoin de sérénité, est-ce que tu pourrais nettoyer l'évier ?» La personne le fait et je ne suis toujours pas serein. Ok, ce n'était donc pas ça. Vous voyez, nous ne sommes pas sûrs de ce que nous voulons vraiment, jusqu'à ce que nous l'ayons. Quand nous obtenons ce que nous avons demandé et que la vie est plus misérable, c'est qu'on s'est trompé. Si notre vie est améliorée, nous savons alors que notre requête était la bonne. C'est ce qui est amusant. Nous savons ce que nous voulons vraiment, seulement quand nous l'avons. C'est pourquoi le théologien Paul Tillich dit « Le christianisme implique de pratiquer le péché courageusement. » Vous exprimez vos besoins en espérant que ce soit ça, et quand vous l'obtenez, vous savez. Ne serait-ce pas ennuyeux de tout savoir à l'avance ? Quand tu fais ce que je décris, je me sens comme ça parce que j'ai besoin de respect et de reconnaissance et de me sentir en sécurité à mon travail. J'entends des besoins en girafe, ok. Quand tu fais ce que je décris, je me sens comme ça parce que j'ai besoin d'exprimer mes désirs sans te blesser. Alors si vous voulez éviter de blesser les autres, la seule manière que je vous offre d'y parvenir, c'est de devenir une gentille personne morte. Parce que si les autres ont des oreilles de chacal, ils peuvent être blessés, même si votre cœur est en feu. Parce que j'ai besoin d'exprimer mon désir, et c'est tout. Oui, et puis vous pouvez rajouter pour vous-même, je veux apprendre à apprécier ta douleur. Je vais vous montrer après la pause comment apprécier la douleur de l'autre. C'est une des choses les plus affectueuses. Bien sûr, de la manière dont je vais la définir. Je ne veux pas dire d'une manière sadique. Je travaille sur plusieurs. La première, j'ai besoin de prévoir les choses. Et la deuxième, parce que j'ai besoin de confidentialité. J'ai un besoin de camaraderie et de reconnaissance de cette camaraderie. J'ai un besoin de commémorer la vie de ton père et par ce biais d'honorer toute ta famille. J'ai un besoin d'honorer cette vie, oui. J'ai un besoin de communiquer avec les autres d'une manière ouverte et qui va dans le sens de la vie. Besoin d'ouverture et de servir la vie, oui, c'est bon. Quand tu fais ce que je décris, je me sens blessé parce que j'ai un besoin d'être entendu et compris. C'est un besoin très important, celui d'être entendu, écouté, de recevoir de l'empathie. Il y a plusieurs façons de l'exprimer, mais c'est un besoin très important, quasi quotidien. J'ai besoin de t'aimer et de te laisser exprimer ton amour. Ne ramenez pas l'autre dans l'expression des besoins. J'ai un besoin d'amour et de laisser l'amour s'exprimer. Quand nous croyons que nos besoins impliquent l'action d'une autre personne, nous épuisons très rapidement les ressources d'un monde très abondant. Il ne faut pas mélanger les besoins et les requêtes. Nous pouvons avoir une requête forte adressée à une autre personne. Par exemple, un besoin d'amour. Nous n'avons pas besoin que l'autre personne nous aime. C'est mélanger les requêtes et les besoins. Nous avons un besoin d'amour, point. Nous avons une forte préférence envers une personne. Mais nous ne voulons pas mélanger les besoins et les stratégies.
Je ne suis pas sûr d'avoir un besoin ou une stratégie. J'ai besoin de me sentir aimé. Ah, l'amour est un mot très important. Et nous devons maintenant être très clairs quand nous l'utilisons en langage girafe. Regardez comment une girafe rencontre un chacal à propos de ce mot. Regardez ce chacal poser une question très dangereuse. Et regardez l'intelligence de la girafe de ne jamais répondre à cette question. Est-ce que tu m'aimes? Chacal, avant de pouvoir répondre à ta question, j'ai besoin de clarifier certaines choses très importantes. Est-ce que pour toi le mot amour est une émotion? Bien sûr. Ok, j'avais besoin d'être sûr. Tu veux dire, est-ce que je ressens une certaine tendresse, une chaleur, une affection envers toi? Oui. Ok, j'avais besoin de clarifier, parce que nous, les girafes, nous n'utilisons pas le mot amour comme une émotion, un sentiment. Pour nous, c'est un besoin. C'est très important de ne pas le confondre avec un sentiment. Mais maintenant que je sais que tu l'utilises comme un sentiment, est-ce que tu peux me reposer la question? Est-ce que tu m'aimes? Quand? Je veux être honnête, je vois que cette question est très importante pour toi. Et comment être honnête avec mes émotions sans me référer à un moment précis? Les sentiments évoluent chaque seconde. La vie est en changement perpétuel, les sentiments font partie de la vie. Pour pouvoir te répondre, j'ai besoin d'un moment précis et d'un lieu. Maintenant, par exemple? Non. Mais tu peux réessayer dans un petit moment. Vous voyez, pour les girafes, l'amour est un besoin très important, où il faut être très clair à propos de notre requête adressée à l'autre pour satisfaire ce besoin. Dans une relation amoureuse avec un chacal, regardez ce qui peut se passer à ce propos. Je veux que tu m'aimes. Tu as besoin d'amour, chacal, et je suis honoré que tu me demandes. Oui, je vois que c'est très important. Je veux être sûr d'avoir compris ce que tu voudrais de moi pour satisfaire ton besoin. Qu'est-ce que tu me demandes de faire pour satisfaire ton besoin d'amour? Mais le pauvre chacal ne vit pas dans le présent. Pour faire une requête claire, il faut être dans le présent. Vous devez être clair sur ce que vous voulez. Peux-tu me dire ce que tu voudrais que je fasse pour satisfaire ton besoin d'amour? Oh, tu sais. Ah, je ne suis pas sûr de le savoir. Je vois à quel point c'est important pour toi. Peux-tu me dire d'une manière spécifique ce que tu veux que je fasse? Ah, c'est dur de le dire avec des mots. Si c'est dur pour toi de le dire, chacal, peux-tu voir à quel point c'est dur pour moi de le faire? Je n'y avais jamais pensé. Alors, qu'est-ce que tu aimerais que je fasse pour satisfaire ton besoin d'amour? C'est embarrassant à clarifier. Une grande partie de l'oppression dans les relations amoureuses provient de ces demandes. Je veux que tu me respectes, je veux que tu m'aimes, je veux que tu me comprennes. Sans être vraiment clair quand nous disons ça. Qu'est-ce que tu veux dire, chacal, quand tu me dis « je veux que tu m'aimes » Je veux que tu devines ce que je veux avant que moi-même je ne le sache. Et je veux que tu aies toujours envie de faire ce que je veux. Merci de le définir de cette façon, chacal. Est-ce que tu pourrais trouver quelqu'un d'autre pour faire ça? La plupart des chacals qui ont cette définition de l'amour se rendent compte à quel point c'est impossible au bout de leur 5e divorce. Ils pensent qu'ils vont finir par trouver la bonne personne et ne se rendent pas compte qu'une grosse partie du problème provient de leur définition de l'amour et que ce qu'ils demandent ne peut pas satisfaire leurs besoins d'amour. Ce qui nous amène à l'étape suivante du processus.
Comment exprimer des requêtes qui soient claires, ceci après avoir exprimé nos besoins insatisfaits. Pour exprimer une requête qui soit claire, on utilise un langage d'action positive. On dit ce qu'on veut et non pas ce qu'on ne veut pas. Une dame m'a donné un bon exemple de ce qui arrive quand on dit ce qu'on ne veut pas au lieu de ce qu'on veut. Elle a dit à son mari, « Je ne veux pas que tu passes autant de temps à ton travail. » Puis elle m'a dit qu'elle était furieuse quand elle a appris que son mari s'était inscrit à un tournoi de golf. Une professeure m'a donné un exemple similaire. Elle a dit à un jeune garçon dans son cours, « Peux-tu arrêter de taper avec ton crayon pendant que je parle ?» Il s'est mis alors à taper de la main sur sa table. Dire ce que nous ne voulons pas ne rend pas clair ce que nous voulons. Et pire que ça, si nous nous concentrons sur le fait d'éliminer quelque chose, nous créons de la violence. Quand nous essayons d'éliminer un comportement, la résolution du conflit qui semble s'imposer est plus violente. Par exemple, j'ai été appelé dans une école pour travailler sur le comportement suivant. En moyenne, tous les 3 mois, 38 vitres étaient cassées. Quand nous en sommes arrivés à la requête, j'ai demandé au professeur, « Que voulez-vous de la part des étudiants ?» C'est évident, on ne veut pas qu'ils cassent les vitres. Ils m'ont demandé ce qu'ils devaient faire. Je leur ai dit, « Tuez-les !» Les dernières recherches publiées le prouvent, des étudiants morts ne cassent pas de vitres. Chaque fois que nous voulons éliminer quelque chose, la violence semble plus attirante. Et tous les jours aux informations, nous pouvons voir les leaders du monde entier dire le même genre de choses. Nous allons les empêcher d'eux, nous allons leur dire de ne pas faire ça. Et une solution plus violente s'impose. Elle est plus attirante. Nous devons répondre à 2 questions claires. Que voulons-nous que les autres fassent et pour quelles raisons voulons-nous qu'ils le fassent? Nous voyons ainsi que la violence ne fonctionne jamais. Donc, nous voulons dire ce que nous voulons d'une forme affirmative. Que voulons-nous qu'ils fassent différemment? Deuxièmement, nous devons utiliser un vocabulaire d'action clair. Mais nous ne devons pas faire comme cette femme à son mari. Je veux que tu m'écoutes quand je parle. Mais je t'écoute. Non, tu ne m'écoutes pas. Mais si. Mais non. Ils m'ont dit qu'ils ont la même conversation depuis 11 ans. Le problème est avec le verbe écouter. Nous pouvons utiliser le verbe écouter pour un besoin. J'ai besoin qu'on m'écoute. Mais quand nous formulons notre demande, nous devons utiliser du langage d'action. Quelle action spécifique voulons-nous que cette personne fasse? Nous ne pouvons pas utiliser le verbe être. Je veux que tu sois plus amical. Ce n'est pas faisable. Ni le verbe se sentir. Je veux que tu te sentes plus en confiance. Ce n'est pas faisable. Nous devons faire des demandes très concrètes. Nous allons essayer à la partie D. En pensant à ce que la personne a fait et en relation avec vos sentiments et vos besoins, adressez-vous à la personne directement, exprimez votre demande de la façon suivante. J'aimerais que tu fasses. Que voulez-vous que la personne fasse pour satisfaire vos besoins? Je veux que tu obéisses à mes instructions. Il vaut mieux dire, je veux que tu fasses ce que je t'ai demandé de faire. Je veux que tu fasses ce que je t'ai demandé de faire. Et si vous êtes une girafe, vous laissez en plus des instructions sur une petite carte. Mais s'il te plaît, fais-le comme je te l'ai demandé. Seulement si tu le fais avec la joie d'un enfant qui donne à manger à un canard. S'il te plaît, ne fais pas ce que j'ai demandé si tu as peur d'une punition. S'il te plaît, ne fais pas ce que j'ai demandé si tu espères une récompense ou si tu penses que je vais t'aimer davantage. S'il te plaît, ne fais pas ce que j'ai demandé si tu as un sentiment de honte, de culpabilité
ou par devoir. La vie est trop courte pour faire des choses depuis cette énergie. L'important dans la demande, c'est que la personne la prenne comme une requête et pas comme une exigence. Mais nous allons y revenir. Travaillons d'abord sur la clarté de la requête. Quelle est votre requête? Je veux que tu fasses ce sur quoi nous nous sommes mis d'accord. Laisse-moi de l'espace pour finir ma pensée. Donne-moi de l'espace, c'est trop vague. Laisse-moi... non, laisse-moi n'est pas faisable. Pour mieux comprendre, voici l'exemple d'une femme et de son mari à un atelier. Je veux que tu me donnes la liberté d'être moi-même. Mais je te laisse libre. Non. Donnez-moi la liberté n'est pas faisable. Laisse-moi libre? Non. Permets-moi de? Non, c'est pas faisable. Qu'est-ce que vous voulez qu'il fasse quand vous dites « laisse-moi la liberté d'être moi-même » ? C'est embarrassant. Que voulez-vous qu'il fasse vraiment? Dites-le. Je veux qu'il soit d'accord avec moi et qu'il sourie, peu importe ce que je fais. Merci pour votre honnêteté. Je veux m'exprimer. Oui, personne ne peut vous empêcher de vous exprimer. Mais je suis interrompu. Ah, alors vous voulez que la personne attende la fin de votre phrase pour commencer. Ça, c'est faisable. Alors, comment savoir si la personne nous a fait une vraie requête ou c'était une exigence? Vous pouvez seulement le savoir à la manière dont la personne va vous traiter si vous ne faites pas ce qu'elle vous a demandé. C'est ce qui nous indique si c'est une vraie requête ou une exigence masquée. Dans notre mémoire, nous stockons une habitude de réagir quand les autres ne font pas ce que l'on veut. Nous stockons aussi en mémoire la façon de réagir des autres lorsque nous ne faisons pas ce qu'ils demandent. Et avec l'habitude, il est difficile de faire confiance, de faire la différence entre une requête et une exigence. Et la joie disparaît si on ne se sent pas libre de donner. Nous allons détailler un exemple pour illustrer ce que je viens de dire. Si je vous dis « je me sens seul ce soir, j'ai besoin de compagnie, est-ce que tu voudrais passer la soirée avec moi ?» Vous répondez « Ah, je suis préoccupé avec mon travail, j'ai besoin d'espace ce soir. Est-ce que tu pourrais trouver quelqu'un d'autre pour te tenir compagnie ?» Et voici ma réaction à votre réponse. Deux jours plus tard, vous dites « Quel est le problème ?» Rien. Vous dites, allez, quel est le problème? Tu savais comme j'étais seul. Si seulement tu m'aimais. Alors, était-ce une requête ou une exigence? Donc, nous ne pouvons pas le savoir à l'avance, même si la question est posée gentiment. Nous pouvons seulement le découvrir quand nous voyons la réaction de la personne si nous ne faisons pas ce qu'elle demande. À un moment, nous payons. Si dans le passé, nous avons utilisé pour obtenir ce que nous voulons la manipulation, au moins, nous ne voulons plus payer maintenant. Nous voulons être sûrs qu'à chaque fois que nous faisons une demande, il s'agit bien d'une requête. Mais ça ne veut pas dire que l'autre personne va nous faire confiance, parce que malheureusement, il y a beaucoup de coercition dans ce monde, et même si nous faisons une requête sincère, l'autre personne peut très bien entendre une exigence. Il semblait dans votre exemple que la personne se sentait déçue et abandonnée. Pas abandonné, c'est un jugement. Très blessé. Comment pouvait-elle exprimer sa demande sans que ce soit une exigence, tout en montrant qu'elle était très déçue? Elle pourrait dire, « Oui, donc tu as beaucoup à faire en ce moment, et tu as besoin d'être seul ce soir pour travailler. » Oui. Tu es la personne la mieux placée pour comprendre l'humeur dans laquelle je suis ce soir. Est-ce qu'il y aurait un moyen pour que ton travail soit fait ce soir et que mon besoin de compagnie soit satisfait également? Nous faisons comme notre animal de compagnie.
nous montrons un respect des besoins de l'autre, sans le rendre coupable ou le manipuler. Nous essayons de trouver le moyen pour satisfaire les besoins de chacun. Et si elle ne trouve personne pour le tenir compagnie ce soir-là, si elle ne trouve personne pour le tenir compagnie, ça ne sera pas un problème. Ça sera seulement un problème si elle met ses oreilles, les oreilles de chacal, et qu'elle entend un rejet. Si j'entends un rejet, c'est ça le problème. Vous pouvez dire « je suis déçu » tant que vous ne dites pas « tu m'as déçu ». Et il faut continuer après avoir dit « je suis déçu ». Je suis déçu. C'est juste une autre façon de dire « tu m'as déçu ». Après avoir exprimé le sentiment, nous devons aller jusqu'au bout, jusqu'à la requête. On ne dit pas seulement « je suis déçu ». On prend la responsabilité de demander à l'autre ce que l'on veut. Sachant que l'autre personne a un besoin aussi, que voulez-vous qu'elle fasse pour vous? Les chacals n'aiment pas ce jeu. Ils n'aiment pas prendre la responsabilité de ce qu'ils veulent faire. Ils disent plutôt ah, « si tu m'aimais » ou « s'il était mon ami, s'il n'était pas aussi injuste ». Ils veulent contrôler par la culpabilité ou par la honte. Une école m'a demandé de travailler avec des élèves qui étaient classés socialement et émotionnellement inadaptés. Malheureusement, ils n'ont pas conscience que les étiquettes jouent un rôle négatif. Quand vous mettez des étiquettes aux gens, ils ont tendance à se comporter comme l'étiquette. Soyez honnête, si vous étiez classé socialement et émotionnellement mal adapté, est-ce que cela ne vous donne pas une permission de faire le bazar à l'école? Les comportements s'auto-renforcent à l'aide des étiquettes. Connaissant l'étiquette, je savais que ça allait être une journée difficile. Et ça a commencé dès que je suis rentré dans la classe. La moitié des élèves étaient aux fenêtres en train de crier des obscénités aux autres dans la cour. J'ai fait alors une requête. Est-ce que tout le monde peut venir s'asseoir? J'aimerais vous dire qui je suis et vous dire ce qu'on va faire aujourd'hui ensemble. Une moitié vient s'asseoir, mais je n'étais pas sûr que l'autre moitié avait entendu. Alors je demande, s'il vous plaît, pouvez-vous venir vous asseoir? Tout le monde vient s'asseoir, à l'exception de deux jeunes garçons. Pas de chance pour moi, c'étaient les deux costauds, les deux plus grands. Et encore, je n'étais pas sûr qu'ils aient entendu. Je priais pour que ce soit un problème d'acoustique. Excusez-moi, est-ce que l'un de vous deux peut me dire ce qu'il m'a entendu dire? Oui, vous avez dit que nous devons nous asseoir. Vous voyez le problème? Je fais une vraie requête et lui, il entend une exigence. Et alors dit, « Monsieur ». Oui, j'ai appris à dire « monsieur » aux gens avec des biceps comme il avait. Surtout quand il y a un tatouage dessus. Monsieur, comment puis-je vous demander de vous asseoir sans que vous ne preniez ça comme quelque chose que vous devez faire absolument? Il a dit, « Hein ?» Vous voyez, c'est un changement de pensée radical pour quelqu'un qui a été éduqué dans un système de domination, dans des conditions de domination où l'autorité, c'est ce qui est juste et vous devez le faire. C'est une pensée radicalement différente, comme dans les écoles girafes, où personne ne donne d'ordre ou d'exigence. Je me suis rendu compte que ça n'allait pas être facile avec ce jeune homme. Il porte sans doute en lui de nombreuses traces de punition quand il ne fait pas ce que les autres exigent, ou des reproches. Je m'attendais à ce qu'il ne lâche pas comme ça, aussi facilement. Comment puis-je vous dire ce que j'ai envie de faire aujourd'hui sans que vous le preniez comme un ordre? Il m'a dit, je ne sais pas. Justement, ce qui se passe entre vous et moi en ce moment, c'est le sujet que je voulais aborder aujourd'hui. Je veux explorer une interaction entre nous où personne n'a l'impression qu'on lui donne des ordres. Et à un moment, il a eu confiance que ce que je demandais n'était pas un ordre. Et il est venu s'asseoir, et nous avons passé une bonne journée en coopérant. Mais tant que l'autre entend notre requête comme une exigence, il a seulement deux choix: se rebeller ou se soumettre. Et cela n'aidera pas à créer une connexion qui amènera du bon pour les deux parties. La différence n'est pas dans la gentillesse avec laquelle la requête est posée, mais dans la façon dont je vais vous traiter si vous ne faites pas ce que je veux. Voyons ce que répond la personne à qui vous avez fait la requête.
Quelle réaction vous obtenez quand vous essayez d'être honnête, de ne pas critiquer ou de ne pas être dans l'exigence? Quelle est la réponse que vous recevez? Elle devient nerveuse et se défend. J'ai besoin de savoir ce qu'elle dit précisément. Elle se défend, ce n'est pas clair pour moi. Qu'est-ce qu'elle dit? Pour cet exercice, nous devons être spécifiques. Nous devons savoir exactement ce que la personne dit ou fait. Elle se défend, c'est votre diagnostic. Qu'est-ce qu'elle dit? Certaines choses arrivent et je ne suis pas prête à partir à l'heure prévue. Ah, des fois, certaines choses arrivent et je ne suis pas prête à partir à l'heure prévue. C'est ce que la personne dit. Je ne peux pas faire cela car j'ai du mal à me sentir en confiance avec mes partenaires. Je ne peux pas faire cela car j'ai du mal à me sentir en confiance avec mes partenaires. Vous voulez la réponse de l'autre? Oui, qu'est-ce qu'a dit l'autre personne? Rien de ce que je fais n'est assez bien pour toi. Rien de ce que je fais n'est assez bien pour toi. Je pense que je dois repartir depuis le début. Elle dit qu'elle n'aime pas ma façon de faire la vaisselle et de faire le lit. Je me sens en colère et j'ai du ressentiment. Parce que j'ai besoin que ma façon de faire les choses et mon envie de les faire soient acceptées. Je voudrais que tu accueilles, que tu reconnaisses mon travail, même si je n'ai pas envie. Comment voudrais-tu que je réponde positivement quand un idiot peut faire un meilleur travail que toi? Ça, c'est la dernière partie. Elle me dit qu'elle ne peut pas reconnaître positivement mon travail parce que je ne le fais pas de la manière dont il devrait être fait. Oui, le problème est avec la requête. Que voulez-vous que cette personne fasse? Je pense que vous cherchez à dire ceci. J'aimerais recevoir un remerciement pour le travail que j'ai fait. Et si au moins je reçois un remerciement, je serai plus ouvert pour t'écouter et apprendre comment tu veux que les choses soient faites. Oui, c'est proche, mais j'aimerais qu'elle accepte la façon dont je fais les choses. Qu'est-ce que veut dire accepter? Maintenant, nous devons le traduire dans quelque chose de faisable. Et si jamais cette personne a un grand sens de l'esthétique? Vous voyez, je peux déjà vous dire quel est votre problème. J'ai fait un diagnostic de votre relation. Vous voulez l'entendre? Vous êtes un flemmard et elle est une maniaque. Vous voyez, sur la planète, il y a deux types de personnes, les flemmards et les maniaques. Et pour une raison que j'ignore, ils habitent toujours ensemble. Ça n'a pas de sens. Il y a tellement de comédies tous les jours autour de comment faire le lit, comment faire la vaisselle. Je vais vous avouer quel genre je suis. Une fois, j'ai nettoyé la maison d'une manière immaculée. Et ma partenaire est rentrée et m'a dit « Mais je pensais que tu allais nettoyer. » C'est une histoire vraie, et vous me connaissez. J'ai écrit une chanson ce soir-là. Si vous vous demandez la cause de ma détresse domestique, je suis totalement en désordre et ma compagne est antiseptique. La nuit dernière, à 2 heures, j'ai dû aller faire pipi. Et le temps de revenir, elle avait refait le lit. Il y a les flemmards et les maniaques. J'ai une idée pour la paix mondiale. Mettez les flemmards d'un côté et les maniaques de l'autre. Et comment revient-on à mes besoins maintenant que vous avez fait un diagnostic? Je pense que vous devriez dire à la maniaque quelque chose comme ça. J'aimerais que tu sois d'accord de dire qu'il y a d'autres façons de faire les choses. Est-ce que c'est ça que vous voulez? Ma solution, c'est que je ne le fais plus. Une solution typique de flemmard. J'aurais pu le deviner. Ça a marché. J'aimerais avoir de la reconnaissance. J'aimerais recevoir un peu de remerciement.
Je ne dis pas que tu dois aimer mon travail. Je veux juste du remerciement pour ce que j'ai fait. Au moins, j'ai essayé. Et deuxièmement, j'aimerais que tu reconnaisses qu'il y a plusieurs façons adéquates de faire un lit. Ensuite, si tu es d'accord avec ça, pourrais-tu m'indiquer ta façon de faire le lit sans utiliser de mots qui impliquent que c'est toi qui as raison? Ça serait plus facile pour moi. Quelque chose comme ça. Tes paroles ont l'air de sortir d'un livre. Tes paroles ont l'air de sortir d'un livre. Parle comme une vraie personne. N'utilise pas ta psychologie avec moi. Ils vont dire ça, et plus particulièrement comme vous êtes un bébé girafe. Ça va prendre un moment pour être clair, ça va aller tout doucement. Au début, quand j'ai appris le langage girafe, j'ai eu une dispute avec mon fils aîné. Je parlais comme si ça sortait d'un livre. Je devais m'arrêter, penser à chaque mot. Le pauvre, ses amis l'attendaient devant la maison. « Papa, ça te prend tellement de temps pour parler !» Je lui ai dit, « Laisse-moi te dire ce que je peux te dire rapidement. Tu le fais à ma façon ou je te botte les fesses. » Il a dit, « Prends ton temps, papa. » Ceux qui me connaissent dans mon passé de chacal sont patients. Ils attendent ce que j'ai à dire, même si ça a l'air de sortir d'un livre. Je ne vois pas l'importance de me changer. Je suis satisfait avec la personne que je suis. Je ne vois pas l'importance de me changer. J'aime qui je suis. Nous pouvons déjà dire que cette personne entend une exigence. Comme si vous étiez en train de critiquer qui elle est. J'ai un exemple pour vous montrer comment une personne qui entend une exigence peut répondre d'une meilleure manière. Ma préférée, c'est quand mon plus jeune fils m'a répondu. Je lui ai demandé, « Est-ce que tu pourrais accrocher ton manteau ?» Il m'a répondu, « Qui était ton esclave avant que je vienne au monde ?» J'aime bien cette façon, car on entend clairement que pour lui, c'est une exigence. Et puis, il y a d'autres personnes où c'est plus dur de deviner. Par exemple, pourrais-tu venir t'asseoir sur le canapé pour parler avec moi? Autre personne répond comme ceci. Ah, si vous êtes malin, maintenant vous dites, ok, non, laisse tomber. Ils entendent une exigence, mais ils baissent les bras, vous voyez. Mais le pire, ce sont les gens qui entendent votre requête comme une exigence et qui répondent comme ceci. Ah oui, oui, bien sûr, je vais le faire. Et puis ils le font. Mais ils l'ont fait pour acheter de l'amour. Ils ont eu peur d'être moins aimés s'ils ne le faisaient pas. Comment vous vous en rendez compte? Vous vous en rendez compte à un moment ou à un autre. Comme par exemple cette jeune femme qui est venue taper à ma porte. À 2 heures du matin, ma sonnette retentit. Il pleut des cordes dehors. Je vois cette femme qui pleure, enceinte de 8 mois. Je lui dis « Entrez, entrez », et puis je la fais asseoir sur une chaise. Je lui ai dit « Mais qu'est-ce qui se passe ?» Je ne savais pas comment elle était arrivée là. Sa mère avait participé à un de mes ateliers 1 mois plus tôt. Elle lui a dit d'aller me voir, parce qu'on habitait dans la même ville. C'est comme ça qu'elle est arrivée chez moi. Alors quel était le problème? J'ai demandé un tout petit truc à mon mari, et il m'a dit de foutre le camp de la maison. Ça fait 8 ans qu'on est mariés ensemble, il est tellement gentil, il fait toujours tout ce que je veux. Et maintenant il me dit, barre-toi. Tout de suite j'ai compris le problème. C'était un chacal qui dit oui. Quelqu'un qui l'aime lui demande quelque chose, et il pense qu'il doit le faire pour acheter de l'amour, pour prouver qu'il est une personne aimante. Elle s'en aperçoit donc 8 ans plus tard, et une nuit, elle paye. Et j'avais raison. Comment j'ai su que j'avais raison? Je l'ai sorti de son lit. Pourquoi je devrais être celui qui parle à sa femme à 2 heures du matin pendant que lui est en train de dormir?
Je l'ai appelé et je l'ai invité à venir. C'était bien un chacal qui dit oui. Il ne savait pas dire non. Pendant 8 ans, il s'est laissé faire, et cette nuit-là, il a craqué. C'est comme ça que vous le découvrez, après 8 ans. Il entendait des exigences. Concernant les réponses que vous avez eues tout à l'heure, si vous voulez vivre vieux, surtout ne demandez pas à écouter ce qu'un chacal pense. Ne jamais faire attention à ce que pense un chacal. Vous serez en meilleure santé. Surtout quand il pense quelque chose de vous. Ne prenez pas pour vous ce que pense un chacal. Je vais vous montrer d'autres options. Je vais vous montrer comment ne plus jamais entendre une critique. We'll show you all of that after lunch.